Bonjour à tous, ici Denis pour le collectif Réinfo Libertéoise. Alors pour ce mensuel de septembre, on va inaugurer une nouvelle formule puisque je ne serai pas tout seul. Je suis accompagné de mes deux boomers préférés. J'ai nommé Raymond. Bonjour. Bonjour. Donc Raymond, bonjour. tout le monde sait, c'est toi le meilleur. Oui. Indiscutablement, oui. Je me confirme. Non, on est tous pareils. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, bon, c'est Raymond Buisson, je suis retraité depuis une quinzaine d'années. Ah, tu donnes ton nom de famille directement, ça y est. Comment? T'as pas peur, toi? Tu donnes ton nom de famille? Eh ben, t'as rien à cacher et t'as bien raison. Donc, oui, je suis retraité depuis une quinzaine d'années et je suis ingénieur. Je suis ingénieur et j'ai travaillé dans l'industrie et un peu la recherche. Super. Mais en mécanique. En mécanique. Et je suis avec Michel, que tout le monde connaît déjà. Michel, retraité depuis 13 ans. Oui. J'ai travaillé comme comptable et ensuite dans la santé publique. Quoi. Voilà. On te connaît déjà pourquoi? Parce que tu as fait cette magnifique vidéo où tu racontes ton parcours Syndical. de syndical et la trahison de nos amis de la CGT. Ah, oui. On a eu un témoignage il n'y a pas longtemps au Café Liberté de quelqu'un, on va protéger son anonymat, mais qui dans l'endroit où elle travaille, est un petit peu l'antivax de service, un peu isolée. Elle s'est confiée à un responsable CGT sur certaines difficultés et ce responsable l'a accafté à la direction. Ah, Oui, voilà. Bravo. C'est lamentable. C'est une petite illustration de ta vidéo, de ton témoignage. Alors le sommaire, on a une présentation synthétique de l'éducation à la sexualité, autrement dit des standards de l'OMS. Donc ça c'est Raymond qui va nous parler de ça. oui. Une présentation de Serge Weinberg, que peu de gens connaissent, mais qu'il faut connaître. Oui. Il y a pas mal de choses à dire sur cette personne. Un petit point sur l'inauguration de la nouvelle usine Sanofi. Et on terminera sur un petit topo sur l'obscurantisme. Oui. Donc cette nouvelle formule, c'est un peu, voilà, je vais faire le nouvel Hanouna, puisqu'Hanouna est sorti des ondes, mes petits chéris, vous êtes prêts? Donc on pourrait appeler l'émission TPMG, touche pas à mon gosse. C'est une idée, vous nous le direz dans les commentaires, si ça vous plaît. On y va, générique. We must revitalize. Nous sommes public. On va commencer par des petites brèves. Les petites brèves, donc on a Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Il lui a fallu à peu près 30 jours de garde à vue pour balancer les IP des utilisateurs à la demande du gouvernement. Donc Telegram n'est plus un safe space, je vais prendre un terme progressif. Voilà, ça en dit long aussi sur l'état de nos démocraties. Ouais. Le gouvernement. C'est une nouvelle trahison, mais une trahison avec un flingue sur la tempe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Olivier Véran. Ah, La nouvelle reconversion d'Olivier Véran. Donc depuis qu'il n'est plus ministre, il avait pensé à un moment se reconvertir dans la chirurgie esthétique. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. oui, moi j'avais entendu, bien sûr, oui. j'avais entendu. Oui. Et particulière en plus, très très particulière. Oui. Et puis finalement non, il a décidé de se reconvertir, de créer une société de lobbying. Donc voilà, je pense que la chirurgie esthétique c'était peut-être encore trop en lien avec la médecine et tout ça, donc il va directement à l'essentiel, au moins c'est clair, à ce qu'il sait mieux le faire, le lobbying. Donc son entreprise va s'appeler Innov, une société de conseil et de lobbying qui lui permettra de vendre son carnet d'adresses et de facturer des missions à des entreprises et des entités publiques. Donc cette reconversion a été autorisée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, qui a cependant assorti sa décision des habituelles réserves déontologiques visant à prévenir des potentielles prises illégales d'intérêt. Donc nous voilà rassurés, la HATVP veille au grain. Alors moi, oui, j'avais pensé une autre conversion pour lui, ce serait, je sais pas, bibliothécaire à Fleury-Mérogis, je le saluerais bien. Voilà. Il pourrait faire
exécuter différents services, hein, faire le café ou d'autres choses. Voilà, il serait bien là-bas. Nettoyage des toilettes, des choses comme ça. Oui. Oui, c'est le retour des zombies masqués. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous. Moi, j'en vois de plus en plus, Oui, hein, oui, à oui, l'approche moi de aussi. l'hiver. Et moi C'est aussi, l'automne. oui. Principalement, alors on les remarque bien parce que plus oui. ils sont isolés, soit dehors tout seuls, soit tout seuls dans leur voiture. Ouais. On les voit avec leur masque. Ouais. Ce n'est pas que des personnes âgées. Hein. Je vois aussi des jeunes de 40, 30 ans. Beaucoup de jeunes. Oui, Beaucoup de jeunes. Ouais. Donc ça C'est ce qui est montre. le plus désolant. Quoi. Donc évidemment, on n'est pas dans des proportions telles qu'en 2021 ou pendant la crise sanitaire, mais voilà, c'est devenu une habitude maintenant, hein, On en croise presque une couramment. tradition. Couramment. Les gens sortent leur doudou, les virus reviennent, il fait froid, je veux pas tomber malade, je Ouais. sors mon doudou. Hi, my name is Bill Gates, and this is a warning. Don't subscribe to Reinforce Liberty Wars. I mean, those guys are really f***ing with me, and I hate them. So if you subscribe to this channel, I will inject your children, I will inject your mothers, I will inject your dog, and I will make you eat insects for the rest of your lives. So be very careful, don't subscribe, you've been warned. Raymond, tu vas nous parler un peu de l'OMS. Voilà. Oui, je vais vous parler de l'OMS et de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est le terme consacré pour ce sujet en France, là, l'éducation sexuelle des enfants. Ça s'appelle EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et ce qui sous-tend l'idéologie de base de toutes ces actions relatives à l'éducation sexuelle dans l'éducation nationale, c'est des normes officielles de l'OMS. Et ces normes qui ont été élaborées aux États-Unis dans les années 1940-1950. Elles sont restées dans l'oubli jusqu'à il y a quelques années, pour le bien de tout le monde. Et on se pose la question en ce moment, mais comment se fait-il que quelques énervés du bocal ressortent ces élucubrations proches du satanisme? Donc on va voir dans les grandes lignes ce que contiennent ces normes. Enfin, dans les documents, on trouve standard, mais ça c'est un terme anglais, ça. Standard, c'est en français, c'est Un des étalon. normes. Une norme, oui. Énorme, oui. Alors bon, c'est la même chose. Hein. Et là maintenant, depuis je ne sais combien de temps, mais depuis quelque temps, elle se décline en Europe sous la forme de normes pour l'éducation sexuelle en Europe. Et c'est soi-disant un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et des spécialistes. Donc ça explique un petit peu pourquoi il y en a quelques-uns qui commencent à se mobiliser pour les fanats de l'Europe, là. Alors ces normes ont été, comme on l'a dit, ces normes ont été élaborées dès les années 40-50 par un dénommé Alfred Kinsey, qui était un pédocriminel notoire, qui prétendait que la sexualité existait dès les premiers mois de vie des enfants, des bébés, et qui le démontrait en faisant faire des expériences sur de nombreux petits-enfants par des pédophiles et des criminels. Il s'était inspiré pour faire cela de témoignages et de confessions d'un pédophile nazi allemand pendant la guerre, qui était Fritz von Balusek. Fritz von Balusek. Oui, il a eu une grosse correspondance avec lui, je crois. Hein. Ça, on a retrouvé la Oui, correspondance. oui, c'est ce que... Ils s'entretenaient régulièrement. Oui. Donc Alfred Kinsey a ainsi soi-disant démontré qu'un bébé de 2 mois avait des orgasmes et qu'il a montré qu'un enfant de 4 ans avait eu 26 orgasmes en 24 heures. Ouais. On peut imaginer quel type d'expérience il a pu faire. Voilà. Les monstruosités, tout ça. C'était monstrueux. Donc en ressassant en permanence toutes ces
dirais ces saloperies. Dans les arcanes du pouvoir, c'est incroyable, hein. Il a finalement obtenu le statut de sommité aux États-Unis et ces théories ont été utilisées, ont été écoutées sans être mises en question et ont été utilisées pour faire le code pénal américain sur la sexualité, qui existe toujours. Oui, parce que tu dis que c'était tombé dans l'oubli, mais non, aux États-unis, Kinsey, c'était une référence, quoi. Oui, Une référence il y a une Oui. université Kinsey. J'ai un ami américain qui Oui, m'en parlait. oui, mais quand même, ils n'appliquaient pas ça à la lettre en permanence aux États-Unis. Hein. C'est pour ça qu'il y que avait une image d'Épinal de Kinsey. Voilà, oui. Jusqu'à ce qu'il y ait certaines recherches qui soient faites, c'était plutôt un exemple progressiste, de l'ouverture à la sexualité, contre le puritanisme, on va dire. C'est un peu l'image de Kinsey. Et pour faire tout ça, en plus, il était associé avec un autre pervers illustre, c'était le sieur John Monnet, qui était le père de la théorie du genre. Oui. Et ça, tout ça, c'est toujours dans les normes ou les standards de l'OMS. Et en fait, bon, toutes ces choses-là, ça a principalement pour but de détruire la famille, quoi. Alors maintenant, en France, il y a des brochures s'inspirant de ces théories répugnantes et perverses qui sont diffusées par Santé publique France. En conséquence, dans les établissements scolaires, il y en a qui se prêtent à ces expérimentations en mettant en application ces choses-là. Et ça a un effet effroyable sur les enfants. Les enfants sortent de ça choqués, effrayés, etc. On a eu pas mal de lanceurs d'alerte là-dessus. Ces derniers temps, en France, les parents en colère. Oui, c'est ça, les parents. Les mamans loups, évidemment. Maman loup, oui. Oui. Et puis, il y a quelques exemples de descriptions d'actions qui ont été menées et qui ont conduit à des résultats épouvantables, quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça, en droit français, c'est illégal. Et personne ne le dit. Et c'est un peu l'objet de cette présentation-là, c'est de faire prendre en compte, prendre en considération que les parents, ils ont le droit et même le devoir de s'opposer à ça. Et donc, en corollaire, c'est que le personnel de l'éducation nationale, bien souvent, ils ne savent pas que c'est illégal en droit français et ils l'appliquent. S'il y a un chef d'établissement qui a envie de mettre en application ça, ils le font. Mais ils ont le droit et le devoir de s'y opposer. Alors, donc voilà en gros les aspects principaux de ce sujet. Alors après, enfin, à titre d'information, on peut signaler qu'Alfred Kinsey, il est mort d'une longue et pénible maladie. C'est l'orchite, qui est une infection mortelle des testicules due à des années de brutale masturbation masochiste. D'accord. Il est mort comme il a vécu. Alors justement, si on parle de l'application dans la loi française de ces recommandations de l'OMS, moi j'ai trouvé, alors c'est en ligne, la feuille de route en santé sexuelle du gouvernement. Donc c'est une feuille de route qui a été établie en 2021. Donc, ça s'intitule Feuille de route stratégie nationale de santé sexuelle. Donc moi je découvre ce terme de santé sexuelle. Qui peut pouvoir dire beaucoup de choses, mais qui ne veut rien dire au final. Donc on est dans le macronisme pur. Donc on a un édito d'Olivier Véran, qui était ministre à l'époque, qui nous dit favoriser le développement des politiques publiques en faveur de la santé sexuelle, allant de l'éducation à la sexualité, à la santé reproductive, en passant par la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Donc ça, on a les 6 axes principaux que je vais vous énumérer. Premier axe, donc le plus important, toujours en haut, investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes, dans une approche globale et positive.
Voilà, donc là c'est bien spécifié. On ne spécifie pas de quel jeune il s'agit, évidemment. Numéro 2, améliorer le parcours de santé en matière d'IST, dont le VIH et les hépatites virales. Numéro 3, améliorer la santé reproductive. Alors, on se demande un peu ce que ça veut dire. Mais ils vont expliciter un peu plus tard. Vous allez voir. Numéro 4, répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables. Numéro 5, promouvoir la recherche, les connaissances et l'innovation en santé sexuelle. Numéro 6, prendre en compte les spécificités de l'outre-mer pour mettre en œuvre la stratégie en santé sexuelle. Donc ça, les outre-mer, je ne suis pas sûr de leur réaction, mais je leur fais confiance, qu'on aille leur expliquer comment ils doivent éduquer leurs gamins en santé sexuelle. Donc on a les principales cibles à atteindre, et là justement, en santé reproductive, ils explicitent un peu mieux. Numéro 1, santé reproductive, dans les objectifs, faciliter l'accès au recours à la contraception définitive, vasectomie, stérilisation tubaire à 5%. Voilà, donc c'est ça la santé reproductive, c'est de se stériliser. C'est effroyable ça. Parce que sur le coup, moi je m'étais dit oui, santé reproductive, c'est vrai que là la natalité baisse. Ouais. Effectivement, bizarrement aussi depuis 2021, on a vraiment une diminution des naissances, une augmentation des fausses couches. Il y a effectivement un problème en santé reproductive. Donc la solution à tout ça du gouvernement, c'est la stérilisation complète. Voilà. Personne ne le sait, quoi. Personne, oui, enfin, non, on s'en aperçoit. On s'en aperçoit avec les ces injections-là. Ouais. Moi, ce que je constate, là, c'est que c'est un document qui est fait sur le même canevas que tous les documents qu'on voit depuis le début de la présidence de Macron. C'est le mensonge institutionnalisé. Oui, c'est ça. Tout est travesti. On est dans le travestissement en permanence, quoi. Donc on vous mettra le lien dans la description. Vous pourrez regarder en détail ce merveilleux document. Donc c'est censé aller jusqu'à 2024, mais se prolonger jusqu'en 2030, n'est-ce pas? Ça correspond évidemment. Véran, il y a plusieurs éditos, il y a Véran, il y en a d'autres, tous parlent du Covid, parce qu'évidemment on est en plein temps. Et on parle bien d'une nécessité d'avoir une approche globale de la santé. Donc là aussi c'est clair, ça relie bien avec Klaus Schwab. C'est pas eux qui l'ont fait, quoi. Avec Davos. C'est plutôt de la désanté publique qu'on pourrait parler. Je sais pas si on va dire, parce que franchement là, moi je pense que ça vient de l'OMS. C'est dupliqué. Dans les thèmes, on a ça, donc l'éducation à la sexualité. Il est dit plus tard, je n'ai pas retrouvé, mais que ça allait vraiment du CP à la terminale. S'adapter aussi aux besoins particuliers liés aux situations, donc des personnes en situation de handicap, oui, de personnes migrantes, et de personnes pratiquant le chemsex. Les chemsexeurs, donc il y a un oui. J'en connais ça. Ben oui, il faut s'occuper de ces gens-là, Pierre Palmade, tout ça, voilà. Il n'y a pas eu assez de prévention. Et des personnes transgenres, évidemment. Quelle horreur. Voilà. Donc encore une fois, le lien sera en description. Vous pourrez consulter ce merveilleux document. On va parler de Serge Weinberg. Serge Weinberg, c'est le PDG, président directeur général de Sanofi. Donc c'est une personne qui est licenciée en droit, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'ENA. Alors, le déroulement de sa carrière, c'est comme beaucoup de ces gens-là, il commence dans l'administration et après il passe dans le privé, une fois qu'ils connaissent toutes les arcanes. Donc il a d'abord travaillé comme sous-préfet, puis chef de cabinet du ministre de l'économie qui était Laurent Fabius. Puis après, il a rejoint le monde de l'entreprise où il a occupé des postes de directeur, de PDG, de toutes sortes de grosses entreprises, de services, de banques, de commerce à fort volume d'affaires. Et il a été membre de la commission pour la libération de la croissance. C'est beau ça. C'est la fameuse commission. Très bien formulé. C'est pas mal, oui. C'est la fameuse commission Attali. Oui. Et c'est là qu'il a rencontré Emmanuel Macron. Un petit jeune brillant. Et qui était fonctionnaire à l'époque. Et du coup, il l'a fait rentrer chez Rothschild. D'accord.
Il était fonctionnaire où, Macron, avant Bercy. À Bercy. À Bercy, ouais. Oui. Ministère des Finances. Il a commencé là, en fait. Alors, je ne sais pas s'il a commencé à Bercy, mais il est rapidement passé à Bercy. Serge Weinberg a été un des plus gros financeurs de la première campagne présidentielle de Macron. Et c'est pour ça que, à la cérémonie de prise de fonction de Macron à la pyramide du Louvre, Macron avait traversé la foule comme un dieu pour aller serrer la louche à Serge Weinberg. C'est le moment le plus chaleureux de cette passation de pouvoir. On sent qu'Emmanuel Macron à la fois remercie ses équipes, il remercie tous les gens qui ont cru en lui dès le départ et l'ont accompagné dans cette incroyable aventure politique. Il y a les propriétaires de la rotonde que vous voyez là, qui s'avancent pour serrer la main à Emmanuel Macron. Et après, dès le début de son quinquennat, Édouard Philippe était allé en visite à l'usine de Sanofi de Vitry-sur-Seine. C'était le 20 juillet 2017, au moment où le gouvernement parlait d'imposer, de rendre obligatoire la vaccination avec les 11 vaccins. Donc ça, pour moi, ça s'appelle du renvoi d'ascenseur. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Le 10 septembre 2024, Sanofi a inauguré une usine modulaire hyper moderne dans la banlieue de Lyon. Cette usine, elle est dénommée Modulus. Ce serait la première usine de ce type au monde. En fait, c'est une usine qui présente la particularité de s'adapter pour fabriquer jusqu'à 4 vaccins ou médicaments simultanément et de pouvoir se reconfigurer en quelques jours ou quelques semaines. Au lieu de bâtiments dédiés à un seul produit, avec cette technologie, au lieu d'avoir des bâtiments de production de vaccins dédiés à un seul produit dans une usine pharmaceutique classique, cette usine est constituée de bâtiments et d'équipements modulaires reconfigurables qui peuvent remplacer jusqu'à 34 mini-usines classiques. Donc, à la suite de l'inauguration de cette usine hyper moderne près de Lyon, inauguration qui a été réalisée en présence d'Emmanuel Macron, Sanofi a bien pris la précaution de diffuser un communiqué de presse qui précise que ces déclarations de projets, de prospectives, d'objectifs de résultats, y compris financiers, n'engagent pas Sanofi, même après la mise sur le marché de produits impliqués dans ces déclarations. Tellement les causes de divergence par rapport aux prévisions et les incertitudes sont nombreuses et en dehors de la maîtrise de Sanofi pour certains. Donc Sanofi ne prend d'ailleurs aucun engagement de mise à jour de ces déclarations en dehors des exigences du règlement général de l'autorité des marchés financiers. Donc ça prouve bien que Sanofi, son unique objectif, c'est le profit financier. La santé, ça passe largement. L'obscurantisme, c'est une attitude ancienne qui existe depuis l'Antiquité. Dans la Grèce antique, on peut situer le cas du grand philosophe Socrate, qui a officiellement été exécuté parce qu'il croyait aux faux dieux et pas aux vrais dieux. En particulier, par exemple, parce qu'il considérait que c'était les nuées, c'est-à-dire les nuages, qui faisaient pleuvoir, alors qu'il fallait croire que c'était le dieu Zeus qui faisait pleuvoir. D'ailleurs, il aurait pu très bien s'en sortir en disant bah oui, mais c'est Zeus qui a créé les nuées et les nuages pour faire pleuvoir. Oui, mais bon, c'était pas son point de vue. Et non. Et il est resté ferme sur ses convictions. Il y a un peu de panache. En fait, on l'a exécuté surtout parce que ce n'était pas un bon citoyen du fait qu'il croyait aux faux dieux et pas aux vrais dieux, mais aussi parce qu'on lui a reproché en réalité d'aller à droite à gauche dans la cité et parler aux gens en leur disant « tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien ». Et ça, c'est extrêmement mal vu. Il s'est rapproché des politiques en leur disant qu'ils savaient rien, et ça, il s'est fait des ennemis de partout. Ensuite, il s'est rapproché des scientifiques.
ça a été pareil. Il s'est rapproché des journalistes, ça a été pareil. Les journalistes à l'époque? Oui, 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 dans la... Oui, il y avait des gens. Enfin, c'était pas les journalistes qu'on a maintenant, sûr, avec les moyens qu'on a maintenant. bien sûr. Il y avait des gens qui. Route et Krief n'était pas encore là. Il y avait des gens qui transmettaient les informations. Ou Pascal Bon. Donc, finalement, en fait, à chaque fois qu'on dit à quelqu'un qu'on ne sait rien, on se fait un ennemi. Et c'est particulièrement le cas en ce moment, en particulier sur les réseaux sociaux. On peut penser à Didier Raoult aussi, Oui. qui, si on l'écoute bien, alors certes, il a une personnalité et un ego assez important, mais il passe son temps à dire qu'il ne sait pas. Oui, mais il y a plein de choses qu'il ne sait ça, pas. En fait, c'est l'état d'esprit c'est l'état d'esprit de la démarche scientifique. Oui. Et même à la base des esthéticiens, il faut douter de tout. Ben ouais. Voilà. La certitude est un peu l'ennemi de la science. Le consensus, ce terme le consensus scientifique, qu'on nous ressort tout le temps depuis quelques années. C'est une monstruosité, ça, le consensus dans la science. Oui. Tout ce qu'on a construit à partir de consensus avec tout le monde, ça s'est toujours avéré comme une véritable catastrophe en finale. Les progrès de la science, en général, ils proviennent d'électrons libres qui pensent autrement que les autres. Et puis finalement, après, quand on applique la démarche scientifique, c'est d'avoir des idées ou de développer des théories et après de les confronter à l'expérience, à la réalité. Si ces idées ou ces théories correspondent à ce qu'on constate en réalité, donc là on valide la théorie. Et que l'expérience est reproductible. Et que c'est reproductible. Et si ce n'est pas le cas, on abandonne. On est bien d'accord que toute la fausse science basée sur des modélisations. Oui, donc je ne vais pas trop en parler des modélisations, mais c'est en plein dans le sujet, ça. Oui. Actuellement, les modélisations, c'est des élucubrations qui prennent en compte alors elles ne sont pas fausses, mais elles prennent en compte qu'une petite partie des facteurs qui interviennent dans le phénomène, ceux qui arrangent, et on oublie tout ce qui est contraire, et du coup on obtient des résultats qui ne correspondent jamais à la réalité. Mais on les impose. Parce que c'est la science. Voilà. Oui. Alors pour revenir à Socrate, il a dit aussi qu'il ne fallait surtout pas s'occuper des affaires de la cité. C'est-à-dire pas tenter surtout pas essayer de convaincre les populations. En fait, c'est parce que les populations sont corrompues. Les gens se réfugient derrière leur fausse science et ils n'en démordent plus. Ça ne sert à rien d'essayer de leur faire changer d'idée. En fait, il est préférable d'aborder les gens individuellement que de vouloir discuter d'un problème avec l'ensemble de la population. Donc voilà pour, dans les grandes lignes, ce qui se passait dans la Grèce antique. Après, donc une autre époque, un autre exemple, c'est en 1933, avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la montée du nazisme en Allemagne. Donc des scientifiques, dont Max Planck, qui est le père de la physique quantique, considéraient qu'il ne fallait pas s'intéresser à l'esprit général, mais qu'entre spécialistes, il fallait se regrouper en îlot de stabilité et puis à continuer à faire son travail de recherche de manière indépendante. Et Max Planck avait rencontré Hitler pour défendre la cause des physiciens juifs des physiciens juifs qui étaient tout à fait honorables dans l'Allemagne, puisqu'ils avaient défendu l'Allemagne pendant la guerre de 14 avec la population allemande, et il n'y avait pas de raison de les poursuivre pour ça.
Et Max Planck raconte qu'Hitler ne l'a pas écouté. Il a discuté avec Hitler, Hitler pensait à autre chose. Et a continué dans sa propre pensée sans se soucier de la présence de Max Planck. Et du coup, Max Planck, il a considéré qu'on ne pouvait pas l'influencer. Et en conséquence, Max Planck a considéré qu'il fallait continuer à faire de la bonne physique dans son coin, sans se mêler des affaires de l'État. Et en fait, c'est exactement ce qu'on constate actuellement en France. Et ça, c'est un peu général. En fait, actuellement, on se retrouve en présence d'une quantité importante de pseudosciences, de fausses sciences, etc. Et dans tout ça, la première chose à voir, c'est que ça a toujours été le cas dans l'humanité. Donc une des fausses sciences qu'on cite tout le temps, c'est, qui est, je pense, bien connue, c'est la théorie qui prétend que la Terre est fixe et que tout dans le système solaire tourne autour de la Terre. Et cette hérésie, elle a duré 1800 ans, d'Aristote de Samos, en Grèce, jusqu'à Nicolas Copernic, en Europe. 1800 ans. Alors pendant ce temps, il y a eu en permanence des congrès, des colloques avec tous les grands patrons de labos de recherche qui étaient là, et tout le monde était aligné sur cette fausse science. C'est inimaginable, ça. Un consensus scientifique. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, on peut se demander quand même, aujourd'hui, ce qui a peut-être changé, c'est que le pouvoir politique, ou le pouvoir tout court d'ailleurs, finance la science. Donc c'est le pouvoir politique qui se mêle carrément de la science. Oui, mais dans l'esprit, ça ressemble. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de périodes de l'histoire de l'humanité où il y a des convictions qui se sont affirmées qu'on ne pouvait pas remettre en cause. Et actuellement, on en a une foultitude d'exemples. L'origine anthropique du réchauffement climatique, après on parlera un peu du Covid. Alors, pour pas aller trop loin dans les détails, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, il y a trois choses qui sont caractéristiques d'une fausse science ou d'une pseudo-science. Une pseudo-science réclame l'unanimité. Il faut que tout le monde y croit. Une fois que tout le monde y croit, c'est bon, c'est une bonne pseudo-science. Personne ne peut contester, ce qui est un non-sens dans l'esprit de la science. Il faut agir dans l'urgence. Et ça, Ah oui, hein. une fois que la pseudo-science elle est acquise, il ne faut pas traîner. Il faut la mettre en application très très vite. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que quand quelqu'un vous demande d'agir très, très rapidement, il faut s'en éloigner très rapidement. Parce que c'est aussi un non-sens. La science, il faut du temps, il faut de la réflexion. Donc, quand on est pressé par des organismes ou de l'administration pour faire vite, ça a toutes les chances d'être une pseudo-science. Et la troisième, c'est que par définition, les pseudo-sciences ignorent les lois de la nature. Mmh. Et c'est aussi un non-sens. Alors, cette notion d'obscurantisme, là on a en gros les grandes lignes. Si on se projette sur la période actuelle avec le Covid, on s'aperçoit qu'on y est parfaitement dedans. Hein, on n'a pas pu contester le dogme que les médicaments existants ne pouvaient pas soigner la maladie. Hein, les médicaments efficaces ont été interdits. Il a fallu agir dans l'urgence.
Par exemple, on n'a pas pu attendre une journée pour se mettre en confinement total de la population. Oui. Et puis, les méthodes habituelles qui permettent de se prémunir d'une épidémie, eh bien, elles ont été ignorées. Bon, on est revenu à des pratiques moyenâgeuses. On a justifié le confinement. On est dans l'obscurantisme. Tout à fait. Et l'obscurantisme, il continue à exister. Alors bon, on peut trouver beaucoup d'autres exemples, même dans le Covid. Après, dans le Covid, on peut parler de la vaccination, c'est exactement la même chose. Oui, il fallait aller vite. On n'allait pas attendre 15 ans de mettre au point un vaccin. 6 mois emballé, c'est pesé. Voilà, oui, c'était urgent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu effectivement une épidémie, mais c'était une épidémie de tests. Moi, j'ai des files interminables là, pour se faire tester. Non, mais on était dans l'obscurantisme. L'obscurantisme, oui. Il fallait y croire. Voilà. Donc, il fallait ça, en fait. Sinon, les gens n'y croyaient pas. Ouais. Parce qu'on ne voyait pas de malades. Il n'y a quasiment pas de malades. Évidemment, on peut parler aussi du climat, de la part anthropique du climat. Le Raptor a fait une très belle vidéo là-dessus, une très belle méta-analyse. Oui. Non, mais là, ce qu'on peut dire sur le climat, c'est que là, maintenant, le climat, l'origine anthropique de réchauffement climatique, c'est soutenu par tout un tas de modèles mathématiques qui sont scientifiques, entre guillemets. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on applique ces modèles à ce qui s'est passé antérieurement, les événements climatiques qu'on a recensés antérieurement, eh ben, les résultats que donnent ces modèles sur ces situations-là, elles sont jamais conformes à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un bon indicateur que ce qu'on veut nous faire croire actuellement, c'est un dogme. Merci beaucoup pour ce petit point sur l'obscurantisme. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? Qui sont les nouveaux inquisiteurs? Est-ce qu'on parle... C'est toujours les mêmes, finalement. Oui. C'est les politiques. Ça change pas. C'est les affairistes. Pas que, on a aussi les gardiens de la morale, les journalistes, on peut parler de journalistes. Outre le fait que les journalistes ne sont plus indépendants, on le sait bien. La plupart des journalistes vous le diront même ouvertement, que leur but n'est plus simplement de relayer une information à la population, ils doivent aussi prendre en compte les conséquences d'une information sur la population générale. Donc ils se posent eux-mêmes en berger du troupeau. C'est-à-dire, si je donne cette information, même si elle est exacte, attention, parce que ça peut provoquer certaines choses sur la population, une certaine réaction, et qui serait dommageable. Donc ces journalistes sont un peu aussi les gardiens de la morale, les gardiens du dogme. Voilà, une information qui contredirait la part anthropique sur le climat pourrait être dangereuse, même si elle est factuellement exacte. Mais la plupart des journalistes, ils ont été formés comme ça, ils vous le diront ouvertement. Ils sont devenus des propagandistes, oui, tout simplement. Mais ils l'assument de plus en plus. Pas pas avec le terme de propagandiste, parce que ça c'est vulgaire, mais plutôt ils se sentent investis d'une mission, de garder le dogme. Voilà, de ne pas donner d'informations qui pourraient contredire la sainte vaccination, la sainte lutte contre le carbone. Tous ces types d'aberrations qui ne sont évidemment qui n'ont rien de scientifique. Oui, alors, une remarque un peu sur ce contexte-là d'obscurantisme. Quand on voit l'exemple de l'héliocentrisme, là, enfin, c'est l'inverse de l'héliocentrisme, ça a duré 1800 ans. Donc, est-ce qu'on va se goinfrer pendant 1800 ans le dogme sur l'origine anthropique du réchauffement climatique? Ça fait peur, ça. Ça fait long. On n'a pas Donc fini. l'évolution sur ce sujet, c'est que maintenant, les dogmes, ils sont basés sur des modèles. C'est des modèles mathématiques. Et là, donc les gens qui font ces modèles, c'est des mauvais mathématiciens. Donc, en analysant leur démarche
leur démarche intellectuelle, qui n'est pas tellement intellectuelle d'ailleurs, on montre rapidement qu'ils partent sur des erreurs. Et c'est ça qui peut donner un petit peu d'espoir. Et il faut favoriser la réflexion scientifique et mathématique. Oui, parce qu'on peut démonter des arguments tant qu'ils sont scientifiques, quand ils sont basés sur des chiffres. Oui. Je veux dire, beaucoup de modélisations sont très facilement démontables, ne serait-ce que par les mathématiques, en estimant une marge d'erreur qui devient considérable, notamment sur le climat. Oui. On peut estimer l'incertitude. Oui. C'est ça. Et si on parle de médecine, j'en parle même pas. La médecine, c'est la même, ça se rapproche, hein, parce que, en médecine, il y a un peu plus de croyances qu'en physique, quoi. La médecine, c'est une science qui n'est pas vraiment exacte. Donc c'est un peu plus difficile de démonter les dogmes à propos de la santé que les dogmes à propos de phénomènes physiques. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que justement la médecine n'est pas une science, c'est une pratique. Oui. Les médecins ne sont pas des scientifiques, ce sont des praticiens. Bien sûr, oui. La plupart des politiques, non, la médecine c'est une science, cette molécule marche, absolument. Cette molécule-là ne marche pas. Oui. C'est la science, c'est incontestable. Merci Raymond. C'est un plaisir. Alors tant que je te tiens, je voulais faire un petit point. Donc on va parler du Café Liberté, hein, on va rappeler tous les samedis. Place Saint-Jacques à Compiègne, de 11h à 15h, on a le Café Liberté. Et je voulais qu'on fasse un point, ça fait longtemps, hein, sur cette nouvelle banderole, qui a quelques mois maintenant, sur la vaccination, une banderole qui fait beaucoup parler, qui amène beaucoup de curieux au Café Liberté. Une banderole que tu as élaborée. Enfin non, on l'a élaborée ensemble. On l'a élaborée ensemble. Mais oui, j'ai peut-être contribué pas mal à la partie calcul. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu as fait pour obtenir ces chiffres de surmortalité dus au vaccin? C'est absolument indiscutable. On avait constaté que il y avait beaucoup de gens qui mouraient après la première année de vaccination et on n'arrivait pas à identifier ça en allant examiner les fichiers de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui devait normalement recenser les effets indésirables. Mais cette base, elle est, si je peux me permettre le terme, elle est vérolée. Parce que d'une part, presque personne ne fait des déclarations. Normalement, c'est les médecins qui doivent faire les déclarations, mais ça leur prend du temps, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et les particuliers, les patients, ils peuvent aussi faire des déclarations, mais bon, c'est compliqué à aller dans cette base. Donc, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Déjà ils savent pas. Et après, quand on sait, c'est un petit parcours du combattant pour aller faire cette déclaration. On avait fait une vidéo justement explicative pour montrer toutes les démarches, et c'est pas simple. Voilà. Pour déclarer un effet indésirable. Donc, comment faire pour caractériser les effets indésirables de la vaccination, et en particulier la mortalité de la vaccination. Donc l'idée, ça a été de partir des déclarations de décès dans les mairies et qui se retrouvent dans les fichiers de l'INSEE. Et on a déterminé des surmortalités. Hein, parce que si on regarde l'évolution du nombre de morts par an depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que c'est assez uniforme. En fait, il y a une petite dérive en ce moment, il y a une petite dérive vers une légère augmentation de la mortalité qui est due au baby-boom. Ah oui, oui. Les baby-boomers, ils meurent en ce moment. Oui, ça c'est sûr. Oui. Restez avec moi, les gars. Il y en a pas mal, ça c'est vrai. Oui. J'ai perdu beaucoup de copains, moi, sur mais place. bon, c'est quelque chose c'est quelque chose de constant. Et on peut facilement calculer la pente. On peut le quantifier, on peut l'anticiper. Voilà. Et donc du coup,
À partir de cette évolution connue, on a regardé en 2020 la mortalité. Elle était au-dessus de ce qui pouvait être prévu avec l'évolution normale. Et ça, c'était l'année du Covid. Il n'y avait pas de vaccin cette année-là. Et il y a une surmortalité de 45 000 personnes à peu près qui ne sont pas toutes du Covid. Parce que là, il y a eu beaucoup de trafic à ce moment-là. Donc en gros, c'est pas moi qui l'ai fait, ça, c'est d'autres. Il y a eu l'absence de soins. Voilà, c'est d'autres statisticiens qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait un bon boulot, Pierre Chaillot entre autres. Oui. Et en gros, on évalue qu'il y a eu le Rivotril, qui a fait, alors je ne me rappelle plus exactement du nombre de morts, mais quelque chose comme 15 000. 15 000, oui, c'est ça. Sur les chiffres, sur les 45 000. Ouais. Après, il y a eu l'absence de soins, et puis, il y a encore un autre phénomène que j'ai oublié. D'accord. Et en gros, on peut considérer que les morts du Covid, les pures morts du Covid, c'est dans les 18-20 000. Sur les 45 000, donc, il y en a 18 à 20 000 qui sont des morts du Covid. Et ça correspond à la mortalité habituelle qu'on a au moment des grippes saisonnières. Oui. Donc ça, la surmortalité de l'année 2020, ben voilà comment elle s'explique. Alors après, on fait 2021, de la même manière. Et la difficulté pour 2021, c'est qu'on ne peut plus utiliser la loi d'évolution bien connue qui existe depuis une vingtaine d'années, parce que les morts du Covid, les morts du Rivotril et les morts d'autres choses, eh ben, ils sont plus là. Donc ils ne peuvent plus remourir une deuxième fois. Hein, c'est ce qui s'appelle l'effet moisson. Oui. Donc là, il faut faire une estimation de la mortalité sans ce phénomène spécial qui est la mortalité due au vaccin. Donc là, bon, c'est un calcul de probabilité. Donc apparemment, c'est bon. Et là, en faisant la différence entre le nombre total de morts recensés dans le fichier de l'INSEE et cette estimation de mortalité normale, on arrive à 50 000 en 2021. 52, je crois. Oui, bon, je me rappelle plus. Une vache près. Et puis après, on fait la même chose en 2022, et là, on trouve encore à peu près 50 000. Donc voilà l'origine de ces chiffres qui ont donné lieu à cette banderole qui apparemment fait discuter. Donc en fait, ces chiffres, moi, j'ai pas peur de le dire, je suis sûr de ces chiffres. Ok. Eh ben, merci Raymond, merci Michel, c'est la fin de ce mensuel, de ce TPMG. Et je vous dis à la première fois, une bonne soirée à tout le monde, sauf... Bill Gates. Voilà. Exactement.